Je propose de donner immédiatement la parole au docteur François Gastaud, strasbourgeois, chirurgien orthopédiste et lui-même hautboyiste à l'Orchestre symphonique des médecins de France. La question s'impose. Pouvez-vous nous présenter cet orchestre ? Alors volontiers, d'abord, grand merci de nous avoir invités à cette table ronde sur un sujet qui nous passionne. Et effectivement, je peux vous présenter différentes interactions entre culture et santé à travers notre pratique artistique à l'Orchestre des médecins de France notamment. Alors l'Orchestre des médecins de France, le quintet que vous venez d'écouter en est une émanation. C'est un orchestre symphonique en fait. Il y a quelques groupes de musique de chambre qui se sont constitués. C'est un orchestre qui existe depuis 8 ans maintenant et qui donne chaque année sous forme d'un événement unique, en fait double, puisqu'il y a 2 concerts cette année à Strasbourg, un concert dans différentes villes de France. Donc c'est un orchestre qui a un fonctionnement particulier, puisqu'en fait les musiciens sont tous des instrumentistes d'un niveau, on va dire, de 3e cycle d'études musicales, comme vous les avez entendus. Là, nous avons entendu de merveilleuses interprétations. On était tous vraiment admiratifs de nos collègues et amis musiciens. Et donc, on dispose des partitions plusieurs mois à l'avance dans le cadre de la préparation du concert. Et quelques jours avant la session annuelle, nous nous retrouvons. C'est le cas aujourd'hui. Notre session de préparation commence aujourd'hui même. En ce moment, nos amis cordistes jouent au Palais des Fêtes pour préparer les concerts de ce week-end. Donc 2 concerts ce week-end. Un concert samedi soir à 20h au Palais des Fêtes et un concert dimanche après-midi à 17h. Le programme est un programme romantique on travaille cette année, on a la chance de jouer en collaboration avec le chœur de Saint-Guillaume, qui est un merveilleux chœur de la ville de Strasbourg, un chœur historique. Et donc on fait une première partie avec 2 œuvres de Brahms, le Chant des Parcs et le Chant du Destin. Et puis après un entracte, on donnera la 6e symphonie de Tchaïkovski, Pathétique, qui est un moment de musique unique. Donc cet événement, on vous y convie tous. Vous pouvez acheter les places sur Internet ou au guichet à l'entrée. Il y a quelques affiches sur le desk au comptoir d'accueil de ce colloque auquel on est très heureux de participer. Alors on peut témoigner du bien que la musique fait sur la santé mentale des médecins. Les médecins ils sont soumis à du stress, on le sait tous, et spécialement dans nos époques troublées. Et le fait de nous retrouver chaque année nous donne une énergie nouvelle pour vaincre la maladie à travers nos actions de médecins. Mais aussi, on ouvre notre orchestre à des praticiens, à des patients qui ne sont pas habituellement spectateurs des concerts. Et on ouvre nos répétitions à des publics particuliers. Notamment, cette année, nous allons accueillir les enfants de l'Institut universitaire de réadaptation Clémenceau, donc boulevard Clémenceau, juste à côté du Palais des Fêtes, où nous donnerons le concert ce week-end. Et on a toujours, nous en tant que musiciens, quand on les invite à nos concerts ou à nos répétitions, le spectacle de leur émotion qui est magnifique, et on sait que le retour en est très, très profitable. Voilà. Merci beaucoup. Et je pense que nous serons nombreux ce week-end à venir vous écouter. Merci. Nous allons enchaîner avec une vidéo consacrée à une violoncelliste avec laquelle nous pourrons discuter en visio par la suite. Je crois que la vidéo a été tournée à la Maison médicale Jeanne Garnier de Paris et l'artiste s'appelle Claire Opère. Aux côtés d'une soignante pas comme les autres, Claire Opère est violoncelliste concertiste formée au Conservatoire de Moscou. Et depuis plus de 20 ans, ce n'est pas dans les salles de spectacle qu'elle joue, mais dans des unités de soins palliatifs. Sa musique apaise les douleurs des patients et permet de les accompagner dans leurs derniers instants. Notre journaliste Asma Menana a passé une après-midi à ses côtés. Je suis avec Claire Opère, qui est violoncelliste et qui vient une fois par semaine au sein de la maison Jeanne Garnier jouer pour des patients en fin de vie. C'est quoi l'art-thérapie ? L'art-thérapie, c'est prendre les pouvoirs magnifiques de l'art et les orienter vers le soin. Bonjour, c'est le concert qui arrive. Vous évadez. Plus que ça, je sais pas, je pars.
du transport. Oui, je m'évade. C'est carrément de l'accompagnement. C'est du cheminement. Je dis que ça vaut toute la morphine du monde. Les suites de Bach en direct, franchement, il n'y a pas besoin de plus, quoi. Kamel a 57 ans, il est ici pour un cancer généralisé. Claire Opère fait partie intégrante de l'équipe médicale. Vous avez vu un vrai changement au niveau de vos patients ? Oui. Et puis il y a aussi dans le fait de créer ce moment-là, ce moment agréable. Pour nous, c'est du bonheur pour retravailler dessus après. On peut en reparler et ça rentre complètement dans l'approche non médicamenteuse, quoi. Pendant 5 ans, vous avez fait une étude clinique sur la musique et la douleur. Notre étude clinique, qu'on a nommée Pansement Schubert, nous a permis de montrer que la musique vivante diminuait la douleur et l'anxiété des patients, la douleur jusqu'à 50% sur des échelles validées de douleur. Ça me fait oublier mes soucis, mes douleurs. Je suis dans un autre monde. C'est très émouvant de vous voir jouer. J'ai moi-même versé quelques larmes. Qu'est-ce que vous ressentez, vous, sachant que vous n'allez pas forcément les revoir la semaine d'après ? Je vis le moment présent avec eux. Et en fait, la musique vient chercher des souvenirs, parfois enfouis profonds, qui sont source de joie. Je pense que c'est un grand cadeau de pouvoir accompagner cette vie qu'on ne maîtrise pas et qui n'est pas la mienne, malgré tout. Merci. Merci à vous. Et quelques jours après ce tournage, Kamel est décédé. En sa mémoire, sa famille a souhaité que nous diffusions le reportage. Nous pensons fort à eux. Bonjour Claire Opère. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en visio depuis, je sais plus dans quelle ville vous êtes exactement. Je suis à Paris là, en Depuis partance Paris. d'autres destinations, mais à Paris actuellement. Bien, merci en tout cas de participer à cette journée. La question que j'aurais aimé vous poser dans le reportage, vous évoquez l'art-thérapie, mais vous vous définissez vous-même comme musicienne soignante ou violoncelliste soignante. Comment fait-on la part des choses entre tous ces termes ? C'est une grande question que j'essaye de résoudre depuis maintenant plus de 25 ans, puisque mon violoncelle sort des salles de concert très régulièrement et franchit les portes des lieux de soins. Et cette posture qui est la mienne, comme si tous les chemins s'étaient alliés pour que je me retrouve au chevet des patients en fin de vie, en tant que musicienne soignante, violoncelliste soignante, membre de l'équipe pluridisciplinaire de soins. Je suis en alliance avec les soignants et c'est vrai que le terme de musicothérapeute n'est pas tout à fait celui qui recouvre mon parcours, puisque je suis issue donc de la musique classique, j'ai étudié au Conservatoire de Moscou et j'ai eu la chance depuis plus de 25 ans maintenant de travailler à la fois avec les grands autistes et Howard Buten qui m'a ouvert les portes de son institut pour jeunes autistes, également auprès des patients atteints de démence pendant de nombreuses années, et enfin en soins palliatifs où j'officie depuis 14 ans maintenant, et où j'ai eu la joie de pouvoir allier le monde de l'art et le monde du soin dans une démarche à visée scientifique. Puisque le pansement Schubert, c'est l'étude qui a montré ou qui a essayé de montrer le plus scientifiquement possible avec des paramètres cliniques précis que la violoncelle au cours des soins douloureux peut diminuer la douleur de 10 à 50%. Effectivement, c'est parti d'une expérience spontanée en EHPAD où une résidente démente, agressive, était non maîtrisable. Les infirmières n'arrivaient pas à faire son pansement. Et j'ai joué pour elle l'andante du trio opus 100 de Franz Schubert. Son bras s'est abandonné, le pansement a été réalisé en quelques minutes. Et après quoi, l'une des infirmières a eu cette phrase, elle m'a dit « Il faudra absolument revenir pour le pansement Schubert ».
Et le pansement Schubert est devenu donc la base d'abord d'une étude clinique menée pendant 5 ans à l'hôpital Sainte-Périne dans l'unité de soins palliatifs du docteur Jean-Marie Gomas, qui nous a prouvé à la fois l'impact sur la douleur, mais également l'impact du violoncelle, donc de la musique vivante au cours des soins douloureux, pansements, toilettes, ponctions, sur les soignants et sur les... Voilà, les soignants se disaient unanimement être plus en harmonie avec leurs gestes techniques infirmiers, plus précis, ce qui peut sembler paradoxal quand le violoncelle chante toutes les musiques, pas seulement du Schubert, du Mozart ou du Bach, mais aussi musique du monde, jazz, rock, pop et même métal. D'accord. Je suis très fière de cette ouverture, car on ne m'avait pas appris ça au Conservatoire de Moscou. Et ces études ont montré donc l'impact sur les soignants, l'impact également sur les équipes soignantes en tant que relier les soignants entre eux. C'est-à-dire, en d'autres termes, on s'engueule moins le jeudi, disait-il. D'accord. C'est quelque chose de très important. Ce qui n'est pas anodin. Pas anodin, la présence donc d'une violoncelliste soignante dans une équipe pluridisciplinaire de soins va pouvoir avoir un effet fédérateur objectif, où à la fois les soignants se sentiront plus en lien avec leurs gestes techniques infirmiers, plus en communion avec le patient dans toutes les dimensions de son être, et aussi en meilleure relation avec les collègues. D'accord, donc c'est vrai que c'est assez fascinant de voir finalement que d'un moment, d'une intuition, naît un constat et qui prend une dimension absolument scientifique et qui s'élargit du lien entre l'artiste au patient à une répercussion sur le soignant et à des données tout à fait objectives d'amélioration de la santé au sens large. Donc, santé aux soins. Ça va être sans doute une question qui sera abordée à un moment ou l'autre de la journée, donc le soin et la santé. Merci beaucoup. Donc, il y aura des questions de la salle, donc on vous retrouvera peut-être tout à l'heure. Et je voudrais maintenant discuter un peu avec le docteur Nicole Dupéret-Gonzalez. Bonjour. Vous êtes médecin psychiatre et musicothérapeute, Voilà. dit la présentation. Et vous êtes aussi présidente de l'Association française de musicothérapie à Chalon-sur-Saône et premier violon à l'Orchestre symphonique des médecins de France. De l'OSMF, voilà. Alors, vous me voyez venir avec cette première question que j'ai posée à Claire Hopper et que je vous transmets également. Donc, la musicothérapie, donc vous vous en réclamez, mais pourquoi et comment ça se décline? Bon, on va essayer un petit peu. Alors, donc, je suis aussi chargée de cours dans le cadre du master de création artistique à Paris-Cité. Et c'est le professeur Todd Lubar qui en est responsable. Et il dit les arts-thérapies, dans son livre édité chez Duneux, il dit l'art-thérapie est le fruit d'une application de la créativité dans un contexte de soins. Voilà, ça c'est son introduction. Alors moi, après avoir écouté Claire Hopper, je propose d'essayer de faire des petites différences entre ce qu'est la musicothérapie et ce qu'est l'intervention musicale dans un cadre de soins comme elle le fait. Donc je pourrais dire que la musicothérapie, c'est une technique de psychothérapie qui utilise le support du langage musical comme espace transitionnel à une relation entre un ou des patients et un ou des musicothérapeutes. En effet, la musique, bien que n'ayant pas de sens en termes de langue, peut, grâce à sa structure langagière, devenir le support de projection de pensée de l'auditeur. Même si la musique en soi n'a rien de particulièrement thérapeutique, c'est important de le dire, elle pourra acquérir cette fonction si elle est utilisée dans un cadre très précis, qui est le cadre de la musicothérapie, car elle y sera alors l'objet d'une écoute particulière. Le but du travail commun au couple patient-musicothérapeute sera d'attribuer un sens à la musique diffusée ou produite en séance. Alors, il y a
dans la musicothérapie, on peut l'écouter, on appelle ça la musicothérapie réceptive, ou alors la pratiquer. Les patients vont improviser en groupe avec ou sans le musicothérapeute, mais de toute façon sous son œil attentif. Alors donc voilà, ce qui est important de dire par rapport à ce qu'on vient de voir, la différence essentielle, ça va être que la musicothérapie se caractérise par un cadre, un dispositif et un processus. Le cadre, il est constitué par un lieu précis, un horaire précis, une durée précise. Donc souvent, le patient se déplace. Il peut arriver que le musicothérapeute se déplace au lit aussi, mais avec les autres données que nous allons dire. Donc le dispositif, c'est la manière d'organiser la séance avec des séquences qui sont toujours similaires avec un patient ou un même groupe. Et alors, surtout, le processus, qui est un enchaînement d'événements au service d'un objectif d'amélioration de l'état du patient en souffrance, d'amélioration surtout psychique, mais évidemment, il peut en découler un effet sur le corps. Alors, ce processus se déroule dans le temps. Le musicothérapeute, pendant la séance ou dans l'après-coup, va en repérer les étapes et la spécificité, donc, de la musicothérapie, c'est le recours à la musique qui est un langage à part entière avec un code, et ce qui est une différence essentielle par rapport au langage parlé. Donc le malade va pouvoir s'exprimer à travers la musique. Parfois, il ne peut pas le faire avec des mots, il va pouvoir le faire avec la musique, et le musicothérapeute va progressivement traduire, on va dire, traduire en mots, en langage parlé. Voilà. Donc, le musicothérapeute va travailler sur la relation. On pourrait dire, pour terminer, pour retenir l'analogie du pansement Schubert, que le musicothérapeute va travailler sous le pansement. C'est-à-dire que quand on met un pansement, il y a quelque chose qui soigne en dessous du pansement, la plaie guérit progressivement. Parfois, elle a besoin d'aide pour guérir. Le musicothérapeute va intervenir là-dessous, sous le pansement, pour que progressivement, la plaie puisse guérir. Voilà, je suis très, très schématique. Oui, l'exercice est très contraint du fait du planning. Moi, je découvre, donc je ne suis pas du tout spécialiste médecine, donc je découvre un peu ces thématiques. En vous entendant, je me disais, bon, il y a ces notions de durée, d'horaire. Je me demandais tout simplement si ces durées étaient variables d'un patient à l'autre, si elles étaient définies en fonction de la pathologie, et si elles étaient définies en lien avec le patient ou bien uniquement avec l'équipe soignante. Alors, les deux, les équipes soignantes doivent être partie prenante. Voilà. Sinon, on ne peut pas travailler. C'est eux qui amènent les patients, c'est eux qui prévoient la séance, sinon ils mettent d'autres rendez-vous. Voilà. Alors, la durée dépend de la pathologie et du fait qu'on travaille en individuel ou en groupe. Voilà. Il y a des patients qui supportent 10 minutes. On parlait des personnes atteintes de troubles neurodégénératifs, on parle des autistes. Bon, là, on ne peut pas travailler longtemps parce que les capacités d'attention sont diminuées. Par contre, lorsqu'on travaille avec des schizophrènes, ce que j'ai beaucoup fait, et surtout en groupe, on peut travailler 1 heure, 1 heure et quart en groupe. Voilà. Alors par contre, la durée de la séance est fixée pour le type de patient et ça fait partie du cadre. Et c'est très important parce que souvent, en psychothérapie, on est obligé de travailler sur le cadre. Les patients viennent en retard, les patients veulent partir avant, par exemple. Donc là-dessus, on travaille aussi. Tout ça. Et les patients n'ont pas besoin d'être musiciens ou formés à la musique auparavant. Non. On peut travailler avec des musiciens d'une certaine façon. Moi, j'ai travaillé avec des grands professionnels. C'est une autre approche. On travaille souvent en improvisation. Et puis, sinon, les autres patients n'ont pas besoin d'être musiciens. Par contre, progressivement, ils le deviennent un peu et ils acquièrent le goût. Ça, c'est très typique et très agréable pour la musique. Et après, ils en emportent, ils en écoutent chez eux. Ils vont à des concerts. Voilà. D'accord. Donc, c'est un élargissement et une portée au long cours.
Docteur Olivier Drunat, vous êtes médecin gériatre, coordinateur du DU approche non médicamenteuse de la maladie d'Alzheimer et des troubles apparentés à l'université Paris-Cité. Vous avez souri en voyant mes notes. Je vous avais qualifié de spécialiste de l'émotion, ce qui était un raccourci un peu, un peu osé, mais c'est malgré tout la portée de ma question. Donc, comment la médecine peut-elle utiliser l'émotion? Est-ce que l'on peut dire que l'émotion peut soigner? D'abord, je remercie les organisateurs de m'avoir invité et de participer à cette première journée. C'est vraiment très intéressant, très important. Alors oui, je suis médecin, je suis gériatre et je suis pas artiste. Donc je travaille à l'hôpital Bretonneau, et Bretonneau, c'est là où exerçait Dominique Spiès et a impulsé la culture santé hôpital. Et ça continue avec un label culture santé hôpital Île-de-France. Et on a la chance donc de pouvoir avoir plusieurs programmes au niveau de l'art-thérapie et aussi au niveau de l'animation. Alors moi, je travaille dans un service de neuropsychogériatrie. Bon, l'idée, c'est d'être plusieurs pour être moins bête face à des malades qui ont des maladies chroniques comme l'Alzheimer. Et alors, ce qui est intéressant à comprendre, c'est que ce sont des pathologies chroniques qui nécessitent un accompagnement depuis l'annonce diagnostique jusque parfois à l'hébergement. C'est une maladie qui devient systémique, c'est une maladie qui va entraîner les aidants, c'est une maladie qui va mobiliser l'ensemble des personnes autour de la malade. Du malade. Et donc, du coup, notre service, il est structuré autour d'un parcours patient, depuis la consultation jusqu'à des unités qui sont maintenant spécifiques depuis le plan Alzheimer 2008-2012, qu'on appelle les unités d'hébergement renforcées, un terme pas très joli, mais bon, qui sont réservés à des patients qui ont des maladies chroniques avec des troubles envahissants du comportement. Mais on a aussi un hôpital de jour, on passe par du court séjour, ce qu'on appelle le MCO, donc on avait la FHF qui nous parlait donc de l'hôpital et de ses contraintes budgétaires, donc le MCO, et puis maintenant les soins médicaux et de rééducation, les anciens services de soins de suite et rééducation. Donc c'est vrai qu'on a différents temps, je rejoins ce que disait ma collègue psychiatre sur le temps et donner du temps aux patients, parce qu'au moment de la consultation, on va annoncer des choses difficiles ou parfois on va rassurer. Pendant le court séjour, on va bilanter et on va avoir des patients qui vont être brinque-ballés de service en service ou d'examen en examen. On va avoir des services qui vont préparer la sortie et le retour à domicile, ou sinon l'entrée en institution. Et puis on va aussi avoir des soins de longue durée où on parle de résidents. Ce qui a été évoqué aussi par Claire Hopper, c'est la notion d'équipe. Et ça, c'est vraiment important. Et les art-thérapeutes font partie intégrante de l'équipe. Alors on a la chance d'avoir plusieurs types de médiation. Donc je salue Bénédicte Gaillet qui a une médiation par la peinture, Véronique Tate par la musique, Delphine Rich par le théâtre et puis aussi par les animaux avec une association. Ce qui me semble vraiment important à mettre en avant, c'est l'idée du projet de soins collaboratif avec des professionnels qui reconnaissent les compétences de chacun, qui proposent en fonction de leurs compétences des actions de soins pour le patient, avec bien sûr après une coordination par un cadre de santé, par un médecin, en tout cas par la nécessité de coordonner toutes les actions. Moi, je ne prescris pas d'art-thérapie, je propose, et l'art-thérapeute en fait valide s'il prend en soin le patient et sous quelle forme il prend le patient, forme individuelle ou collective. Donc, en fonction de sa médiation artistique, le professionnel va adapter sa technique, ses soins. Ce qui me semble important, et je rejoins ce que dit ma collègue sur la psychothérapie, nous, au sein du service, où on a à la fois le court séjour, où on fait le bilan, le moyen séjour, où ils vont rentrer à domicile, et l'hébergement, c'est que ces différentes médiations artistiques, elles vont donner du temps au patient. Et en court séjour, là où le patient est un objet de soin, ça nous semble important de donner du temps pour se recentrer, pour se construire. En moyen séjour, ça nous semble important de donner du temps aux patients pour s'inscrire à nouveau dans un parcours de vie. Je rentre à la maison où je vais être hébergé. Et en long séjour, on a un projet de vie, un projet de soins, et donc on est en collectif, et donner du temps aussi
pour exister vis-à-vis des autres et pour vivre en collectivité. Donc l'art thérapeute, il peut avoir différentes médiations. Je suis d'accord sur l'idée du dispositif, du parcours, du cadre, mais il répond aussi à des objectifs précis. Et vous l'avez dit aussi déjà, l'idée est de modifier l'état de santé, et donc on a un objectif de soin. Alors, au bout du compte, l'émotion, l'art thérapeute, en fait, il va favoriser l'expression des émotions. Alors, ce qui est intéressant dans notre principe de travail à Bretonneau, c'est qu'il y a forcément un soignant qui participe avec l'art thérapeute et le patient. Donc, du coup, il y a plusieurs interactions possibles. D'abord, je pense que c'est très intéressant de voir que les patients, même Alzheimer, dément à des stades évolués, expriment des émotions. On fait changer le regard des aidants, mais aussi des soignants sur la personne atteinte. Partager et communiquer, c'est surtout mieux communiquer. Et savoir reconnaître l'émotion de l'autre, c'est un moyen de rentrer en communication sans juger. Par exemple, la chose classique, c'est la dame démente, 95 ans, qui vous demande d'aller chercher ses enfants à l'école, car il est tard et que vous ne savez pas comment vous y prendre. Donc il y a deux solutions, soit vous lui dites qu'à 95 ans, ses enfants ne vont plus à l'école, et donc vous la ramenez à une réalité qui est difficile, et vous la ramenez à sa maladie qui est justement les problèmes de mémoire. Soit vous optez pour l'idée de lui dire qu'elle a raison et vous l'accompagnez à l'école, mais ça peut durer longtemps. Or, dans les approches non médicamenteuses, il y a une technique qu'on appelle la validation, qui est Naomi Fell, qui, de prime abord, vous apprend à reconnaître l'émotion de l'autre pour rentrer en contact avec la personne. Et une fois qu'on valide ces émotions, on peut alors à ce moment-là mieux communiquer et on peut en fait faire divergence pour emmener la personne sur un autre sujet et donc contourner le trouble du comportement. Après, ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'on est des professionnels, mais on n'est pas insensibles, et il y a forcément des émotions qui sont générées par les patients. C'est une certaine vulnérabilité qu'il nous faut reconnaître et accepter, et c'est une fragilité qui demande dans le contrat de soin entre le thérapeute et le malade de se faire confiance. Savoir reconnaître ses émotions, c'est reconnaître qu'on peut être vulnérable et, je pense, éviter des comportements inappropriés et une certaine protection vis-à-vis de la maltraitance. L'art, c'est avant tout l'émotion. Gérer les émotions à travers les médiations artistiques dans le cadre d'un projet thérapeutique, c'est accompagner la personne dans sa maladie, son rétablissement et son insertion dans la collectivité. C'est bien de changer un état de santé. Alors aujourd'hui, on est à l'hôpital, on parlait des FHF et des coûts. Je pense que c'est très important que les arts thérapeutes soient reconnus en tant que professionnels de soins, et que notamment dans les soins médicaux et de rééducation, on ait des actes qui sont codants pour pouvoir être financés dans ces différentes actions. Là, vous nous ouvrez déjà à la dernière table ronde de la journée qui sera consacrée à la culture sur ordonnance. Donc, oui, c'est vrai que c'est très éclairant de vous écouter, puis on est en phase soi-même parce qu'on sait comment, en tant que société, c'est pas que je représente la société, mais tout venant, je dirais, combien la maladie d'Alzheimer ou les troubles mentaux peuvent être extrêmement déroutants et nous plonger dans des émotions qui peuvent nous mener à des violences symboliques, ce qui est difficile à vivre pour soi-même, effectivement. J'étais frappée aussi par le lien que vous faites avec les aidants. Je pense que ça me paraît quelque chose, un maillon important. Et ce mot que vous avez eu disant qu'il y avait un lien avec la collectivité, donc au-delà du soin, cette espèce de démarche de redonner une place aux patients dans un environnement plus large que son enfermement mental ou physique. Donc ça m'a beaucoup touchée et ouvert beaucoup de perspectives. Donc, mais je me dis que ce lien avec la collectivité ne doit pas être simple parce qu'on n'a pas la maîtrise. Donc, en tant que soignant ou art thérapeute ou au travers du comportement du patient. Mais on peut rendre l'hôpital poreux et plus la culture rentre à l'hôpital, plus la maltraitance diminue. Magnifique. Merci à vous.
Je ne sais pas si le docteur Lemarquis est prévu en visio. Je le vois. Bonjour, docteur Pierre Lemarquis. Bonjour. Alors, vous êtes neurologue, neurophysiologiste et neuropharmacologue à l'université de Toulon. En explorant un peu votre biographie, j'ai découvert que vous avez écrit des ouvrages au titre enchanteur. Les pouvoirs de la musique sur le cerveau des adultes et des enfants, l'art qui guérit. Et Jeff Koons protège-t-il de la maladie d'Alzheimer? Ce sont des titres aux allures de, comment dirais-je, de programmes décalés et engageants. Quand on a un peu discuté avant la table ronde, vous avez aussi des phrases « L'art sculpte et caresse le cerveau, la beauté agit sur la chimie du cerveau ». Donc, à partir de cette réflexion que je vous ai entendue prononcer, la beauté agit sur la chimie du cerveau, je voulais vous poser une simple question qui est celle de cette table ronde. L'art et la culture sont-ils des médicaments? À votre point de vue. Alors oui, bien sûr. Magnifique oui. réponse rapide. C'est pas uniquement... c'est confirmé, vous voyez, c'est pas uniquement une croyance, c'est des connaissances maintenant. Bon, on a eu ce tour de cette table ronde où chacun a pu montrer à combien l'art peut être un médicament ou un pansement. Après ça, on a eu un énorme rapport de l'OMS, qui est une arme extraordinaire, le rapport de l'OMS du 11 novembre 2019, qui collige jusqu'à 900 articles médicaux de haute portée, qui prouvent que l'art fait du bien pour la santé. C'est la santé du point de vue de l'OMS ou de l'UNESCO. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement l'absence de maladie, c'est le bien-être. C'est tout aussi important, vous voyez. Donc, bon, on peut dire que, si vous voulez, qu'on fasse un tout petit peu de neurologie. Donc, on peut dire que l'art sculpte et caresse notre cerveau, comme vous le disiez. Souvent, on peut considérer, en gros, qu'on a de grosses fonctions dans le cerveau. On capte des informations par les sens, donc ça peut être des informations auditives, visuelles. On compare à ce qu'on a en mémoire, et puis notre beau lobe frontal, devant, il nous dit ce qu'il faut faire pour rester en vie. Et donc ça, c'est un cerveau qui est dédié à Apollo. Vous voyez, c'est un cerveau qui nous permet de prendre les bonnes décisions pour rester en vie. Donc si on avait avec ça, ce serait un peu triste. Un ordinateur, il pourrait faire la même chose. Heureusement, on a une autre partie profonde, plus profonde dans le cerveau, peut-être plus ancienne, qui est ce qu'on appelle le cerveau du plaisir et de la récompense. Et c'est ça qui nous donne envie de vivre. Vous voyez, donc c'est ça le principal. Donc l'art agit sur les deux. Il améliore nos capacités de compréhension, mais en même temps, il agit, comme le disait le docteur Bounas, sur nos émotions, sur ce système du plaisir et de la récompense. Et c'est à ce moment-là qu'on est dans la chimie, un petit peu comme un médicament dont on a l'habitude, qui nous est fourni par l'industrie pharmaceutique. Pourquoi? Parce que ce système du plaisir et de la récompense secrète des substances comme la dopamine, donc qui est importante, qui manque dans la maladie de Parkinson, qui est importante pour le mouvement, et qui est aussi fondamentale pour l'élan vital. Et si on n'a pas assez de dopamine, on manque de peps, vous voyez, donc ça on le ressent, tout le monde l'a décrit dans la table ronde. On secrète des substances qui s'apparentent à des antidépresseurs, on secrète des substances qui ressemblent à de la morphine, des endorphines. C'est pour ça que, je crois, 10 minutes de Schubert égale 5 grammes d'antalgique, d'opiacé. Voilà, donc il y a des correspondances qui ont pu être faites. Et puis on secrète, bon, ça dépend quelle forme d'art. On peut parfois vouloir supprimer le stress, le diminuer, donc on diminue nos sécrétions de cortisol. Mais inversement, on peut rechercher de l'énergie dans l'art. On a 4 messieurs là, de plus de 80 ans qui sont associés pour sortir un disque, les Rolling Stones avec Paul McCartney cette semaine. Quand vous entendez leur création à 4, on pourra entendre les Sex Pistols, quoi, plus de 80 ans. Donc c'est quand même quelque chose de tonique qui peut vous donner de l'énergie. Donc ça, c'est le côté chimique. Mais si on se contente du côté chimique, c'est réducteur. C'est quelque chose de merveilleux. Mais il y a aussi une action extraordinaire des œuvres d'art qui ont été montrées par les neurosciences, qui va bien plus loin. C'est-à-dire que quand vous regardez Mona Lisa, par exemple, vous regardez la Joconde, bon ben, vous activez la partie de votre cerveau qui sert à la vision. Si elle vous plaît, vous activez le système du plaisir et de la récompense, et vous activez une autre zone du cerveau qui ne sert que dans les interactions biologiques. C'est-à-dire que quand vous regardez la Joconde, vous êtes devant Mona Lisa. C'est pas une simple peinture, c'est quelque chose de vivant. On l'a montré avec la littérature. Quand vous avez lu
un roman, ben, les personnages sont dans votre tête, ils continuent de travailler dans votre tête même quand vous avez fini le livre. Et puis avec la musique, c'est merveilleux. On a montré aussi que quand vous écoutez une musique, il y a tout un système de circuits dans votre esprit qu'on appelle la théorie de l'esprit, c'est-à-dire ce qui vous permet, quand vous regardez quelqu'un d'être en empathie avec lui, de comprendre ce qu'il pense, d'essayer de comprendre dans quel état il est sur le plan émotionnel, et puis sur le plan de la cognition, est-ce qu'il vous comprend? Eh bien, ce système de la théorie de l'esprit s'active quand vous entendez une musique. Donc même quand vous écoutez de la musique, votre cerveau fonctionne comme si c'était quelqu'un qui vous parlait. Donc l'art, sous toutes ses formes, c'est une entité biologique pour notre cerveau. C'est pas simplement un objet, vous voyez. Donc à partir de ce moment-là, ça crée du lien, vous n'êtes plus tout seul, vous interagissez avec cette œuvre d'art qui vous modifie. À la limite, vous-même, vous devenez une œuvre d'art. Une fois que l'œuvre d'art vous a bien modifié, nous sommes tous des œuvres d'art. Donc les œuvres d'art sont comme des entités biologiques, et donc l'interaction qui va avec elles est trouvée. Donc si vous voulez, c'est un médicament, c'est bien plus qu'un médicament. Donc, et puis avec 900 articles, il y a de quoi quand même le prendre en compte. Alors, on parlait beaucoup de pansement, donc du pansement Schubert. Alors, c'est une question qui a été résolue par Joseph Beuys. Joseph Beuys, c'est un grand artiste allemand. C'est le premier qui a osé parler d'Auschwitz en 1966. Vous voyez, il a fait une œuvre d'art où on voyait des choses assez monstrueuses, mais sous une cloche de verre, vous voyez, donc ça devenait moins inquiétant, puisqu'il y avait une protection autour, donc on pouvait commencer à en parler, on pouvait commencer à cicatriser, et il nous a donné la solution. Et quand un couteau vous blesse, vous voyez, vous avez une belle blessure, une belle balafre, il faut mettre un pansement. Vous êtes tous d'accord. Mais où faut-il mettre le pansement? Il faut mettre le pansement sur la pointe du couteau, pour qu'il ne puisse plus vous blesser. Vous voyez, donc quand vous mettez du Schubert, de l'art sur la pointe du couteau, eh bien, le couteau ne peut plus vous blesser, donc vous restaurez un petit peu l'harmonie autour de vous. Enfin, comme la présentation de Joseph Beuys qui nous cache Auschwitz sous une cloche à fromage. Vous mettez le pansement sur la pointe du couteau, vous restaurez l'harmonie, vous enlevez le stress, vous enlevez l'angoisse, et donc une cicatrisation peut donc commencer à se faire. Alors, le rapport de l'OMS, il y a une phrase de Georges Debrac qui est très belle. Il dit l'art est une cicatrice qui devient lumière. Vous voyez, donc c'est magnifique. Et je pensais donc à Leclésio, c'est Jean-Marie Gustave Leclésio, quand il avait une trentaine d'années, il était un peu perdu, il savait plus trop où il en était, il voulait rentrer dans un monastère bouddhiste, et puis il rencontre des Indiens d'Amazonie, au Panama, et il a été vivre avec eux plusieurs années. Il a dit, je suis devenu un Indien. Et un soir, on ramène au village une jeune femme qui avait un cancer en phase terminale, on ne pouvait rien faire pour elle, donc elle était rentrée dans son village dans la forêt, et le soir, les chamans viennent, on chante, il y a des parfums, il y a de la musique, il y a des contes, et cette femme qui est à l'article de la mort se met à sourire, vous voyez la blessure qui devient lumière. Et Leclésio s'en est souvenu, et dans son discours de prix Nobel de littérature, il le rappelle, il dit ce soir-là, j'ai eu une vision des pouvoirs de l'art que j'aurais jamais pensé rencontrer comme ça au fond de la forêt amazonienne. Il y a cette phrase magique qui nous dit un jour on saura peut-être qu'il n'y avait pas d'art, mais seulement de la médecine. Et Jean-Martin Charcot, qui est donc le premier neurologue au monde, qui est un Français, il s'intéressait beaucoup à l'art, et il a eu cette belle phrase, il nous dit « La science et l'art sont alliés, ce sont deux enfants d'Apollon ». Donc vous avez entendu M. François Gaston, qui est chirurgien et oboïste, Madame Nicole Dupéra-Gonzalez, qui est psychiatre et biologiste, Claire Aupert, qui est entouré de médecins, son père, sa famille, et qui est violoncelliste, Olivier Grunat, qui est gériatre, qui s'intéresse de très près à l'art. Donc, si vous voulez, l'idée de Charcot est excellente. La science et l'art sont alliés, deux enfants d'Apollon. Je crois qu'il faut la graver en lettres d'or. La science et l'art sont alliés, et l'art et la culture sont des médicaments. Vous êtes d'accord pour résumer? Non, oui, sont des médicaments ou peuvent agir en tant que médicaments. Et puis des médicaments pas chers, sans effet secondaire, qui permettent de diminuer les consommations d'autres médicaments plus dangereux, comme les opiacés, donc qui doivent être pris en compte. Ce qui est attesté par la science, la chimie, comme vous l'avez évoqué, et mis en avant par, voilà, prouvé scientifiquement. On est bien d'accord.
je vous l'ai dit au départ, le timing est très serré, donc nous en sommes maintenant parvenus au moment des questions de la salle. Je pense qu'il y a des micros en circulation et qu'il y a également une possibilité pour qu'on me transmette des questions qui sont envoyées par Internet avec le public connecté. Donc voilà, et je n'y vois pas très clair. Je vois une main qui se lève, oui, effectivement. Voilà, je vous en prie. Bonjour, merci. Steve Taureau de l'association Musique et Santé qui promeut la musique vivante dans les espaces de soins, à l'hôpital, dans les structures du handicap. Et donc j'aurais une question pour Claire Opère. Nous n'avons pas eu le plaisir de vous croiser, mais nous travaillons également à l'hôpital Sainte-Périne depuis de nombreuses années, à Paris en gériatrie. Dans notre travail, on est toujours dans une démarche, en tant que musicien intervenant, d'accès à la culture et non de soignant, bien qu'on travaille main dans la main avec les équipes et qu'on observe les effets sur le bien-être, les effets sur la douleur, comme il a été évoqué par tous les intervenants. Et donc, moi j'ai lu attentivement votre très beau livre, Claire, et donc vous réalisez un pont, j'ai l'impression, entre la définition de votre travail aujourd'hui, musicienne soignante, vous êtes partie de musicienne, et ce qui m'intéresse, et là c'est le musicien intervenant qui vous pose la question, c'est quand vous rentrez dans une chambre, quelle est votre intention ? On parle souvent d'intention ou de contrat, on passe avec la personne, avec soi-même, avec l'institution. Voilà, donc on se positionne sur une intention artistique, dans une démarche de prendre soin, mais pas de soigner. Et donc, voilà, au vu de votre expérience et de tout ce que vous avez pu nous expliquer, est-ce que vous voulez bien préciser cela ? Quelle est votre intention quand vous rentrez dans la chambre auprès d'un patient ? Merci beaucoup. Très belle question. Claire ? Quand je pousse une porte, donc je travaille en soins palliatifs actuellement dans plusieurs unités, et c'est vrai que j'ai vu plus de 2000 patients à ce jour, donc patients en fin de vie. Chaque fois que je pousse une porte, je ne sais pas ce qui va se passer. On parlait de durée prédéterminée tout à l'heure. En fait, la séance, si on peut l'appeler ainsi, peut durer 30 secondes ou bien 1 heure. Et effectivement, il y a un objectif qui est un objectif de visée de soins, un objectif de transformation. Parfois, c'est un objectif de diminution de la douleur et de l'anxiété, mais plus j'avance en expérience, plus je centre l'objectif proprement dit thérapeutique sur l'aspect de transformation de l'être. Et c'est ressorti beaucoup dans l'étude que j'ai menée sur les patients. J'ai analysé 450 paroles prononcées par les patients après avoir entendu mon violoncelle qui chante, toutes les musiques. Et ce qui a été intéressant, c'est d'une part de voir que la musique, ça rejoint l'objectif qui est le mien, vient faire résonner, rejoint une partie non malade de la personne malade. Mon objectif n'est pas de soigner, puisque particulièrement en soins palliatifs, l'option de la guérison ne fait plus partie des objectifs des médecins. Ils ont abandonné leur toute puissance. On est dans une autre prise en soin. Mais rejoindre cette partie non malade, saine, inaltérée de personnes malades, quelle que soit l'avancée de la pathologie, quels que soient les troubles cognitifs, quelle que soit aussi l'avancée de la vigilance, puisque je joue pour les patients dans le coma, pour les patients sédatés, puisqu'il y a à 80% des réactions d'amplification de la respiration thoracique à l'écoute de mon violoncelle sur les patients dans des comas profonds. La semaine dernière encore, un patient a amplifié sa respiration, a cligné des yeux, a modifié ses sourcils, a bougé les mains. Et en fait, c'est à chaque fois, et c'est peut-être mon objectif, puisque vous me demandez de le définir, c'est quand il y a la famille, de retrouver
ce lien d'une façon non verbale, subtile, même s'il n'y a plus de parole, même s'il n'y a plus de mouvement. Ça m'est arrivé récemment à la maison médicale Jeanne Garnier d'entrer dans une chambre où un patient était dans un coma profond, en phase agonique, toute sa famille autour de lui en train de hurler. Et je me suis assise, il y avait 2 filles qui secouaient leur père comme un prunier en lui demandant « Est-ce que tu nous aimes ?» Et donc je me suis assise, c'était un patient qui était de religion juive, j'ai joué des chants et des prières hébraïques, les filles ont lâché leur père, se sont assises, les 7 personnes ont arrêté de crier et se sont assises. Et ils ont tous constaté que sa respiration était amplifiée d'une façon tellement massive que c'était vraiment l'attestation de sa présence au monde et de sa réaction physiologique à ce qu'il entendait. Et quand j'ai fini, ils se sont tous tournés vers moi en me disant « Continuez ». Ils avaient l'impression que tant que le violoncelle chanterait et résonnerait, leur père et leurs proches continueraient à respirer, donc à vivre. Je n'ai pas pu quitter la chambre et j'ai joué pendant 1 heure. Et puis à la fin, j'ai vu que le patient était très précaire. Et j'ai annoncé que j'allais prendre congé. Et à ce moment-là, une des filles qui avait secoué son papa a dit à sa sœur cette phrase qui a été, j'ai compris que c'était mon objectif, elle a dit « Regarde, il nous aime ». Et donc je suis sortie de la chambre, 2 minutes exactement après, le patient est décédé. Et la famille, quelque temps après, en sortant de la chambre, au lieu de hurler, d'accuser les soignants et les médecins d'avoir favorisé et provoqué la mort de leur père, puisqu'ils étaient dans une grande souffrance, eh bien, ils sont allés voir l'équipe médicale et soignante et leur ont dit « Merci, nous avons pu dire au revoir à notre père ». Donc, quel est mon objectif? Je ne peux pas dire que mon objectif était prédéterminé avant que j'entre dans la chambre. Mais ce que je peux dire, c'est que ce qui s'est produit, c'est quelque chose qui n'aurait pas pu se produire avec les mots, probablement, que c'est la musique qui a agi à travers aussi la relation qui s'est créée, et quelque chose qui est indicible et qui nous échappe, même si on essaye de poser scientifiquement des améliorations. Ce qui s'est produit, c'est quelque chose qui se produit des centaines de fois. C'est une transformation radicale. Et donc, je dirais que mon objectif, eh bien, en relation aussi avec cette étude des paroles des patients, qui a montré que le numéro 1 de parole, c'était la vibration. Il s'agit bien d'une vibration, d'une résonance, d'une mise en résonance. Le mot numéro 2 qui est apparu après le mot vibration, dans ces 450 paroles analysées, eh bien, c'était le mot cœur. Les patients, même ceux qui ne peuvent pas s'exprimer, désignent du plat de la main la zone centrale qui est atteinte. Et on n'a pas besoin de comprendre la musique pour la sentir, en d'autres mots, puisqu'elle a une action justement sur les maladies neurodégénératives, les personnes avec des troubles cognitifs importants. Le 3e mot qui réapparaît, c'est le mot « vie ». Je ne savais pas que j'étais si vivant. Il semblerait que la vie, eh bien, est éprouvée jusqu'au bout de la vie, même quand il n'y a plus de mots possibles, même quand il n'y a plus de regard ni de mouvement. Le mot « vie ». Oui, je vais vous proposer de terminer sur ce mot magnifique, enfin sur ces mots magnifiques. Il y en a un 4e, je me permets de le dire. Allez-y. Le 4e mot, c'est le mot joie.